Alors, qu'est-ce que c'est que la nasosympathicothérapie? Eh bien, c'est une méthode qui n'est pas nouvelle, c'est une méthode de médecine dite alternative, qui est basée sur des phénomènes réflexogènes, c'est-à-dire que c'est une réflexothérapie qui va agir au niveau des fosses nasales. Alors, les fosses nasales, c'est un réceptacle extrêmement intéressant, car il y a à ce niveau une multitude de terminaisons nerveuses extrêmement sensibles. Tout le monde connaît la sensibilité du nez, et grâce à cette multitude de récepteurs nerveux, qui sont à la fois des récepteurs sensitifs, des récepteurs neurovégétatifs, et également des récepteurs sensoriels, les praticiens vont pouvoir obtenir, avec des stimulations à ce niveau, des effets à distance tout à fait spectaculaires. Ce n'est pas une médecine qu'on peut appeler une médecine nouvelle. C'est une médecine qui était rénovée. Pourquoi? Parce que, autrefois, les Égyptiens déjà se servaient des stimulations de nasales, ils mettaient des bâtonnets à l'intérieur de leurs narines. D'ailleurs, il y a une phrase célèbre sur un bas-relief qui dit « Si tu veux garder longtemps la santé, pense à stimuler ta narine ». Et on a retrouvé également des textes comme quoi en Chine ou aux Indes, on utilisait cette méthode de traitement. Cette méthode est tombée dans l'oubli, comme beaucoup de méthodes réflexes, un petit peu empiriques, et cette méthode a de nouveau été mise en valeur au début du siècle par un médecin autrichien qui s'appelait le docteur Wilhelm Fliess, qui avait un petit peu une double formation à la fois de gynécologue et à la fois un peu de psychiatre, et qui a étudié des relations extrêmement intéressantes qu'il y avait entre le nez et les organes génitaux féminins. Alors, il a eu l'idée, en constatant que très souvent, les femmes qui avaient des problèmes au niveau de leur cycle, des problèmes génitaux, des problèmes endocriniens, il a essayé de faire un traitement de ces organes par l'intermédiaire du nez. Et ainsi, il a été un des premiers à découvrir les réflexothérapies, puisque c'est une réflexothérapie, en stimulant le début de la tête du cornet inférieur, qui est donc situé très près de l'orifice narinaire, avec une solution à base d'un anesthésique. Après ces débuts très intéressants, puisqu'il avait constaté de nombreuses réussites, ce travail a été repris par un médecin ORL français qui s'appelait le docteur Bonnier, qui a trouvé que lorsqu'il faisait des traitements endonasaux pour des rhinites ou pour des sinusites, par exemple, eh bien, il avait très souvent des patients qui lui signalaient qu'ils avaient eu des résultats tout à fait spectaculaires pour des problèmes digestifs, pour des problèmes d'insomnie, pour des problèmes de poids, pour des problèmes urinaires, pour des problèmes génitaux, etc., etc. Il a donc créé tout un système dit de cartographie, ce qu'on appelle une somatotopie. Qu'est-ce que c'est qu'une somatotopie? C'est la projection de tous les organes du corps à l'intérieur d'un organe sensoriel. Donc, nous avons des somatotopies au niveau de l'œil, nous avons des somatotopies au niveau de l'oreille, c'est l'auriculothérapie, au niveau de la plante des pieds. Eh bien, il a trouvé donc une des premières somatotopies qui a été publiée, à savoir la somatotopie endonasale. Et ainsi, il a pu donner au niveau du nez telle ou telle zone qui correspondait à telle ou telle zone d'organe ou de viscère. C'est donc un petit peu un pionnier des réflexothérapies modernes, puisque le docteur Nogier de Lyon, créateur de l'auriculothérapie, s'est inspiré des zones réflexes endonasales de Bonnier pour créer la cartographie de l'oreille qui est maintenant connue dans le monde entier. Ensuite, après ces deux pionniers, il y a eu plusieurs médecins qui ont étudié le nez, les cartographies, les techniques de stimulation, surtout dans les années 1930, puisque c'est une étape du développement des médecines alternatives, développement de l'acupuncture, développement de la chiropraxie, développement de l'homéopathie, développement de l'iridologie. Et à partir de cette date, nous avons vu, soit en Allemagne, soit en France, soit en Espagne, un nombre considérable d'ouvrages et de développement de cette méthode. Et puis ensuite, cette méthode est tombée un petit peu dans l'oubli, parce que, comme en Chine, l'acupuncture a également été interdite, eh bien, la médecine
classique s'est développé énormément et a laissé un petit peu dans l'oubli toutes ces techniques dites parallèles. La sympathicothérapie a bénéficié depuis la fin des années 70 du développement considérable de toutes les méthodes alternatives, de l'ostéopathie, de l'acupuncture, de l'auriculothérapie, du drainage lymphatique, de la naturopathie, de l'iridologie. On peut certainement en donner encore beaucoup d'autres, mais où il y a eu à cette époque donc un développement considérable de stages de formation, d'ouvrages, d'articles qui ont mis en valeur le rôle très intéressant de toutes ces méthodes alternatives et notamment des réflexothérapies, parmi lesquelles la nasosympathicothérapie. Alors, avant donc de pouvoir faire des démonstrations pratiques, il est bon d'avoir quelques notions fondamentales sur un certain nombre d'éléments nécessaires à la compréhension de la méthode, à savoir notamment quelques notions d'anatomie, quelques notions de physiologie du nez, et également quelques notions d'anatomie et de physiologie au niveau du système neurovégétatif. Pourquoi? Eh bien parce que la nasosympathicothérapie est une technique qui va traiter le système neurovégétatif qui est un système extrêmement important, puisque c'est à partir de ce système que vont s'installer la majeure partie des pathologies, la majeure partie des maladies. Le système neurovégétatif est un système de régulation, c'est un système d'homéostasie générale du corps, et ce système neurovégétatif dirige, domine toutes les fonctions du corps. C'est la raison pour laquelle, dès que nous aurons un problème de dysfonction au niveau de ce système neurovégétatif, cela va entraîner des troubles, tout d'abord des troubles dysfonctionnels, qui sont souvent des troubles subjectifs, que seul le patient, le malade, peut ressentir et qu'il va exprimer à son praticien. Et puis ensuite, si la maladie n'est pas traitée de façon précoce par des techniques qui directement agissent à ce niveau, comme la sympathicothérapie, car il faut bien dire que cette technique est la voie royale pour le traitement des dystonies neurovégétatives, eh bien, si le traitement ne s'effectue pas au début des problèmes de dysfonction de ce système, nous allons aborder des pathologies plus importantes, des pathologies dites lésionnelles, pour lesquelles les moyens thérapeutiques seront tout de suite beaucoup plus lourds. Alors, avant de parler de nasosympathicothérapie, il est absolument indispensable de faire un rappel anatomique sur le système neurovégétatif. Alors, qu'est-ce que c'est que ce système neurovégétatif? C'est un système qui est complexe et qui est composé de deux systèmes, en fin de compte. Ces deux systèmes, ce sont le système orthosympathique et le système parasympathique. Alors, voyons sur cette carte à quoi correspond donc ce système neurovégétatif. Eh bien, le système neurovégétatif est composé tout d'abord, comme nous le voyons ici, de la chaîne orthosympathique latérovertébrale, qui est une chaîne de ganglions. Ces ganglions sont approvisionnés à partir de la moelle, à partir d'une région de la moelle qu'on appelle la part intermédio-latérale de la moelle, et les ganglions seront approvisionnés par un ensemble de fibres à conduction rapide, qu'on appelle les fibres à communication rapide, rameaux communicants blancs, et ensuite, ces fibres vont rejoindre les organes par intermédiaire des plexus que vous voyez ici, pour innerver soit les organes, mais également pour innerver ce que l'on ne voit pas ici, la peau, les glandes sudoripares, les follicules pileux, les vaisseaux, etc. Alors, cette chaîne orthosympathique latérovertébrale, elle n'occupe pas tout le corps, c'est-à-dire qu'on va retrouver un élément supérieur qui est le ganglion orthosympathique cervical supérieur, et cette chaîne va longer les corps vertébraux pour aller jusqu'au niveau du coccyx, là où se trouve la partie terminale des deux chaînes, c'est-à-dire le ganglion orthosympathique sacrococcygeien, appelé également le ganglion impar. Cette chaîne orthosympathique va se prolonger en haut
par l'intermédiaire des artères, à savoir par l'intermédiaire du plexus péricarotidien, qui n'est pas noté ici, mais qui va amener tous les neurones orthosympathiques au niveau de la tête. On peut faire une remarque à propos de cette chaîne orthosympathique latérovertébrale, c'est que cette chaîne orthosympathique latérovertébrale est extrêmement susceptible d'être touchée par l'intermédiaire de la colonne vertébrale et notamment des lésions ostéopathiques qui peuvent entraîner soit une irritation, soit un blocage de ces éléments nerveux et ensuite, par voie de conséquence, entraîner des troubles, dits troubles fonctionnels, notamment au niveau de tous les organes, que ce soit digestif, que ce soit respiratoire, que ce soit cardiovasculaire, que ce soit des organes d'essence. Donc, le système orthosympathique est composé de cette chaîne orthosympathique latérovertébrale, alimentée par une partie de la moelle située entre le 7e segment cervical et le 2e segment lombaire. Et deuxième partie du système neurovégétatif, c'est le système parasympathique qui est ici figuré en bleu, alors qu'en rouge, nous avons le système orthosympathique. Et ce système parasympathique, il faut le diviser lui-même en 3 contingents. Tout d'abord, la partie la plus supérieure, qu'on appelle le parasympathique crânien proprement dit, qui est composé de différents noyaux de nerfs crâniens, le 3, le 7e nerf crânien, le 9e nerf crânien. Ces noyaux prolongés par ces nerfs vont aller au niveau de la périphérie, au niveau de petits plexus, qu'on appelle les ganglions, ganglions optiques, ganglions sphénopalatins, ganglions sous-maxillaires. Et puis, deuxième contingent parasympathique, c'est le fameux nerf pneumogastrique, appelé également le nerf vague, qui va innerver tout le thorax et également la majeure partie de l'abdomen, sauf la partie terminale du gros intestin et les organes génitaux et la vessie, qui eux dépendent du parasympathique sacré, qui part d'une partie médulaire située au niveau du sacrum et qui est prolongé par ce qu'on appelle les nerfs pelviens ou nerfs érecteurs des cardes. Donc un système neurovégétatif séparé en deux, d'une part orthosympathique et d'autre part parasympathique, ce parasympathique étant lui-même divisé en plusieurs contingents. Eh bien, il faut savoir que la majorité des troubles qui sont présentés par les patients aux praticiens commencent par un dysfonctionnement de ce système neurovégétatif. Quels sont les types de dysfonctionnements que l'on peut voir? Eh bien, nous allons voir tous les dysfonctionnements au niveau des sécrétions, que ce soit au niveau de l'œil, que ce soit au niveau du nez, que ce soit au niveau de la bouche, que ce soit des sécrétions digestives, de l'hyperacidité par exemple, mais également toutes les sécrétions donc au niveau du bassin, sécrétions génitales par exemple. Nous avons également comme trouble tous les problèmes de motilité ou de mobilité, à savoir tous les problèmes de régulation de la fréquence cardiaque, régulation du diamètre des vaisseaux, régulation du diamètre des bronches, régulation de la motilité de l'estomac, de l'intestin, etc., régulation de la sécrétion et de l'excrétion biliaire, régulation de la sécrétion des sucs pancréatiques, mais également régulation de toutes les sécrétions hormonales, régulation de l'hypophyse, régulation de la thyroïde, régulation du pancréas, régulation des ovaires. Toutes ces régulations sont dominées par le système neurovégétatif, c'est lui qui règle absolument tous ces phénomènes. Alors, ce système neurovégétatif, il peut être déréglé notamment par des phénomènes, comme on l'a déjà dit, mécaniques, c'est-à-dire des lésions ostéopathiques au niveau du crâne, au niveau des cervicales, au niveau des côtes, au niveau des dorsales, au niveau du coccyx, mais il peut être déréglé également
Et c'est là le domaine d'action de la nasosympathicothérapie, consécutivement à des émotions, consécutivement à des peurs, consécutivement à de la frustration, consécutivement à tous les stress de la vie moderne, nous aurons un dysfonctionnement de ce système neurovégétatif qui va s'installer et qui va entraîner toutes les pathologies d'angoisse, d'anxiété, de spasmophilie, etc., etc., qui répondent parfaitement à la nasosympathicothérapie. Alors maintenant que nous avons étudié le système neurovégétatif, nous allons voir un petit peu l'anatomie du nez. Alors le nez, c'est une cavité relativement importante, comme on peut le voir ici, qui peut avoir jusqu'à 10 cm de profondeur pour une hauteur d'environ 5 cm, la largeur étant à la base d'environ 4 cm pour l'ensemble des deux fosses nasales. On peut considérer le nez comme étant littéralement une maison, à savoir que nous avons un plancher, bien entendu. À la partie supérieure, nous avons un plafond, avec d'ailleurs, on peut considérer une cheminée, puisque nous avons des trous qui se trouvent dans le plafond des fosses nasales, là où vont passer un certain nombre d'éléments vasculo-nerveux. Et puis nous avons également des étages, puisque nous avons ce qu'on appelle les cornets du nez, qui représentent les 3 étages du nez. Nous avons également des évacuations par l'intermédiaire du cavum nasopharyngien. Nous avons également des aérations par l'intermédiaire des narines. C'est à l'intérieur de ces fosses nasales que le réflexothérapeute, sympathicothérapeute, va effectuer des attouchements, puisque là il ne s'agit pas de piquer dans le nez, il s'agit de faire des attouchements, ou bien de laisser en place ce qu'on appelle des écouvillons, imbibés de solutions à base d'huile essentielle de plante, ou bien de faire des stimulations avec soit des microcourants, soit des photons lumineux, ce que l'on verra tout à l'heure dans les démonstrations pratiques. Alors, voyons un petit peu ces quelques détails anatomiques. Nous avons 3 cornets que nous voyons ici, le cornet supérieur, le cornet moyen et le cornet inférieur. Et au niveau de ces différents éléments, que ce soit la tête du cornet ou que ce soit la queue des cornets, nous aurons des zones qui correspondront à certains éléments de l'organisme. Comment allons-nous traiter en sympathicothérapie? Eh bien, nous allons, par l'intermédiaire d'instruments, de stylets notamment, passer dans les fosses nasales, dans des espèces de canaux que nous voyons ici. Ces canaux s'appellent des méas. Nous allons donc circuler dans les méas et au bout du stylet se trouve un petit bout, une olive, comme sur cette baguette. Nous allons faire des attouchements à certains endroits de façon à stimuler telle ou telle zone réactogène. L'intérêt d'avoir des notions d'anatomie et même de parfaitement connaître l'anatomie endonasale lorsqu'on pratique la sympathicothérapie, c'est de savoir qu'à certains niveaux, nous avons des éléments qui nous permettront de traiter certaines pathologies. Prenons un exemple, le traitement des sinusites. Eh bien, il faut savoir que la réflexothérapie endonasale est le traitement d'élection de tous les problèmes de sinus. Pour quelle raison? C'est parce que nous avons dans les fosses nasales, nous voyons donc ici un certain nombre d'orifices. Ces orifices sont des orifices de communication avec les sinus paranasaux, les cavités annexes des fosses nasales. Et lorsque les patients sont victimes de sinusite, qui est une maladie que l'on peut considérer comme étant une maladie de civilisation à cause de la pollution, du tabac, du stress et de bien d'autres éléments, eh bien, nous pouvons agir directement près de ces orifices ou au niveau de ces orifices de communication des sinus, et par voie réflexe, nous arrivons à ouvrir ce qu'on appelle l'ostium des sinus, et ainsi permettre la pénétration par ces ostiums de vapeurs d'huile essentielle de plante à visée de drainage des sinus avec des essences tels que le pin, l'eucalyptus, le cache-put, qui ont une action particulièrement intéressante au niveau de toutes les pathologies respiratoires. Voilà donc une application pratique de la réflexothérapie endonasale.
Il faut savoir également que lorsque nous allons traiter sur tel ou tel niveau des fosses nasales, nous allons avoir une action réflexe. Hein. Nous allons donner un exemple. Vous avez ici la tête du cornet inférieur. Et bien cette tête du cornet inférieur qui est située très près de l'orifice narinaire, elle a toujours été décrite, et notamment par Fliss, dont je vous ai parlé au début de cet exposé, comme étant la zone qui correspond aux organes génitaux. Eh bien, en sympathicothérapie, nous allons faire une touche, c'est-à-dire appuyer au niveau de cette tête du cornet inférieur, et nous allons obtenir avec cette technique un résultat extrêmement intéressant sous tous les problèmes gynécologiques, et notamment sur, par exemple, les problèmes d'aménorrhée, de dysménorrhée, ainsi que tous les troubles sexuels. Voilà donc quelques exemples qui peuvent être très bien illustrés grâce à cette coupe des fosses nasales. Avant de faire une démonstration sur un patient, nous allons vous montrer quel est le chemin parcouru par le stylet du sympathicothérapeute pour faire la stimulation d'une zone qui est une zone extrêmement intéressante puisque c'est une zone qui permet de régler tout le système neurovégétatif et c'est également une zone qui a une action antispasmodique, une action sédative, une action extrêmement intéressante pour tous les phénomènes de stress. Eh bien, cette touche qui est la touche de base de la méthode, elle va se situer au niveau de la partie postérieure des fosses nasales, c'est-à-dire au niveau du cavum nasopharyngien. Pour faire cette technique, il est nécessaire d'utiliser une tige, qui est une tige droite, parce qu'il existe des tiges de plusieurs formes, et cette tige droite doit être glissée tout le long du plancher des fosses nasales pour aller stimuler le cavum nasopharyngien, c'est-à-dire que nous allons agir à une distance située à peu près à 9 ou 10 cm de l'orifice narinaire. Cette technique, lorsqu'elle est bien pratiquée, est totalement indolore, parfois légèrement désagréable, étant donné la richesse du système nerveux et neurovégétatif du nez. Elle va donc provoquer très souvent des petites réactions à type de larmoiement, parfois des éternuements, parfois des légers chatouillements, qui prouvent justement l'intérêt des phénomènes réflexes endonasaux. Voilà donc la technique pour stimuler le point postérieur. Nous allons vous démontrer une autre technique, par exemple, pour traiter les maladies allergiques, c'est-à-dire les asthmes allergiques, le rhume des foins. Et bien là, nous allons employer un autre trajet dans les fosses nasales. Nous allons enfoncer de façon oblique le stylet et nous allons venir toucher au niveau de la tête du cornet moyen ainsi que sur la paroi externe, c'est-à-dire que nous allons venir bloquer le stylet entre la tête du cornet moyen et la paroi externe. Voilà donc un exemple de deux techniques de touche nasale qui sont pratiquées couramment par les nasosympathicothérapeutes. Nous allons maintenant étudier la cartographie endonasale. Cette cartographie, c'est, comme nous l'avons déjà dit au début de cet exposé, ce qu'on appelle une somatotopie, c'est-à-dire la projection de tous les organes du corps au niveau d'un organe, et généralement ces somatotopies se font au niveau d'organes sensoriels. Or, le nez est la voie royale des organes sensoriels. Eh bien, nous avons donc à voir sur cette cartographie la répercussion de tous les organes du corps. Voyons un petit peu comment s'organise cette somatotopie. Tout d'abord, à la partie postérieure, à ce niveau, nous avons la représentation de la tête, du crâne, du système nerveux central, du cerveau, etc. C'est à ce niveau, à ce point-ci, que nous allons avoir un maximum de résultats. Notamment, c'est un grand point pour régler tous les problèmes du système neurovégétatif. C'est-à-dire que lorsqu'un sujet a trop d'orthosympathique, par exemple, nous allons pouvoir diminuer cet orthosympathique et remonter son parasympathique. Si au contraire, il a trop de parasympathique, on diminuera le parasympathique pour augmenter l'orthosympathique. C'est donc un point de régulation neurovégétative extrêmement intéressant, mais en plus c'est un point très intéressant
car il nous permet de traiter les insomnies, il nous permet de traiter les maux de tête, les migraines, les gens dépressifs. C'est un point spasmolytique, c'est un point sédatif, c'est un point aux multiples actions. Après la tête, nous allons avoir la projection du cou, et là, nous aurons la projection des ganglions orthosympathiques latéraux vertébraux cervicaux, ganglion cervical supérieur par exemple, ganglion cervical moyen ou ganglion stellaire par exemple. Le fait de connaître la projection de ces ganglions à la partie interne des fosses nasales nous permet de savoir que lorsque nous voulons traiter un organe, si par exemple nous voulons traiter les poumons ou le cœur, eh bien nous pourrons avoir une action sur cette zone du ganglion stellaire, puisque le ganglion stellaire envoie des nerfs pour les poumons, le cœur, mais également pour la glande mammaire, pour la thyroïde, pour le bras, etc., etc. Nous allons retrouver ensuite toute la zone digestive, avec l'estomac, avec le foie à droite, le pancréas à gauche, avec les intestins, mais également nous allons retrouver le rein, la glande surrénale. Un peu plus loin, nous retrouvons la vessie, et enfin, à la tête du cornet inférieur, la grande zone du bassin, c'est-à-dire la zone de Flis. Nous notons donc que nous allons retrouver la majeure partie des zones réactogènes, réflexogènes, sur la paroi externe du cornet inférieur, c'est-à-dire contre la paroi externe donc des fosses nasales. Nous retrouvons également toute la colonne vertébrale qui va se projeter sur cette paroi externe, et ainsi nous pourrons traiter certains problèmes, certaines contractures musculaires, souvent liées au stress, au niveau de la colonne vertébrale. Nous retrouvons à un autre niveau, ici, la zone dite allergie pulmonaire. Cette zone, qui est ici signalée par les poumons et le nez, est la zone d'élection de tous les problèmes d'asthme, des problèmes d'allergie nasale, etc., etc. Nous avons également une autre zone très importante, c'est la zone de la queue du cornet moyen. Cette zone a une action de stimulation du système parasympathique. Et elle nous permet de traiter de façon très très spectaculaire la spasmophilie notamment, mais aussi certains diabètes d'origine du stress, et également de pouvoir traiter tous les gens qui sont en état d'hyperorthosympathicotonie. Nous avons encore quelques zones à citer. Les zones bleues que vous voyez ici, qui sont des zones destinées au drainage des sinus, mais il faut savoir qu'il en existe d'autres. Ici, nous avons une zone signalée par un ganglion, le ganglion de Gasser, qui est une zone qui agit sur les problèmes de névralgie faciale. Et il existe encore d'autres zones, comme par exemple la zone qui se trouve sur le plancher, qui va avoir une action sur les problèmes médulaires. Le nasosympathicothérapeute, en fonction des cas qu'il aura à traiter, devra donc faire des stimulations au niveau de ces différents organes, mais il devra toujours, dans un premier temps, faire une régulation du système neurolitatif par l'intermédiaire du point postérieur qu'on appelle le point Schenman. Ce point à lui seul a fait la réputation de très nombreux sympathicothérapeutes, car c'est une recette quasiment miraculeuse pour de très nombreux désordres, notamment psychiques, et de grands désordres neurovégétatifs. Nous allons maintenant voir quel est le matériel dont on se sert pour faire une stimulation de nasale. Eh bien, nous allons ici montrer quelques éléments de ce matériel. Et tout d'abord, le nasosympathicothérapeute va se servir de stylets. Ces stylets, dont vous voyez quelques exemplaires ici, sont réalisés avec des matériaux extrêmement sophistiqués et vont nous permettre de stimuler telle ou telle zone de façon un petit peu différente, soit par des attouchements, soit par des appuis, soit par des massages. Nous travaillons essentiellement avec trois types de stylets. Les stylets souples, que vous voyez ici, qui ont un aspect spiralé, avec une petite olive au début. Nous avons les stylets beaucoup plus fins, qu'on appelle le stylet semi-rigide,
que l'on peut laisser à l'intérieur des fosses nasales pendant un certain temps, de façon à permettre au sujet une totale décontraction, qui a un effet spasmolytique, sédatif. Et nous avons également des stylets beaucoup plus rigides, qui sont terminés par des grosses olives, et qui nous permettent d'appuyer sur la muqueuse de façon à obtenir une congestion vasculaire localisée. Ces stylets sont appelés les stylets dits droits, car ils permettent de traiter dans la partie inférieure des fosses nasales. Nous utilisons également des stylets qui ont des formes courbes. Ils ont le même aspect à leur partie terminale, c'est-à-dire qu'ils ont une petite olive, mais la différence avec les précédents, c'est qu'ils déposent une courbure qui est nécessaire pour l'introduction dans le méa moyen, c'est-à-dire sous le cornet moyen, puisqu'il n'est pas possible d'aborder ces zones de façon droite par l'intermédiaire d'un stylet de ce type. Lorsque nous travaillons avec des écouvillons, cela nous permet de pouvoir déposer à l'intérieur des fosses nasales des solutions à partir d'huile essentielle de plante. En ce qui concerne les sinusites, on utilisera des essences à tropisme respiratoire comme l'eucalyptus, le pin, le cache-put, et cela permettra d'avoir des résultats absolument extraordinaires. On peut également utiliser les écouvillons pour faire le traitement anti-tabac avec une préparation à base d'huile essentielle de sassafras. Cette technique, qui est originale et nouvelle, permet d'avoir des résultats extrêmement intéressants dans le sevrage du tabac, ce qui n'est pas toujours chose facile avec les méthodes classiques. On peut également utiliser ces écouvillons pour faire des attouchements à sec sur certaines zones. La sympathicothérapie a été révolutionnée par l'apport de moyens technologiques modernes et extrêmement performants. Nous disposons maintenant de ce type d'appareil, le Neuroflex, qui permet soit de traiter par des électrostimulations au niveau de la muqueuse, soit de traiter par l'intermédiaire de lumière, c'est-à-dire de photons, que nous allons dispenser à l'intérieur des fosses nasales par l'intermédiaire d'une fibre optique. Cette fibre optique interchangeable permet d'émettre, comme vous le voyez ici au bout de la fibre, des informations lumineuses sous plusieurs fréquences et sous plusieurs intensités. Ainsi, le nasosympathicothérapeute pourra agir directement dans les fosses nasales grâce à cette fibre optique et envoyer des informations lumineuses à différents niveaux. Ces informations lumineuses sont excessivement réactogènes, notamment dans la partie supérieure des fosses nasales, là où se trouvent les terminaisons du nerf olfactif. Nous savons effectivement que le nerf olfactif est un nerf qui est extrêmement susceptible à tout ce qui concerne les photons lumineux. Ainsi, nous avons là un traitement d'élection de nombreux troubles endocriniens qui sont parfaitement réglés par ces stimulations lumineuses. Nous disposons également la possibilité d'avoir une stimulation par microcourant. Cette sonde gainée sur toute sa longueur, ne laissant que le courant arriver sur l'olive terminale, permet d'avoir des résultats extrêmement spectaculaires sur tous les phénomènes névralgiques, les sciatiques, les névralgies cervico-brachiales. Ces pathologies peuvent être traitées de façon très efficace par l'électrostimulation endonasale et peut être une alternative à toutes les autres techniques manuelles qui, bien entendu, ont une place de choix dans le traitement de tous les phénomènes algiques, rachidien et névralgiques. Alors, à quoi sert la nasosympathicothérapie? C'est une méthode qui peut traiter énormément de troubles et d'affections. Mais nous allons sélectionner un certain nombre de pathologies qui se retrouvent souvent et surtout qui sont traitées avec énormément de succès par la sympathicothérapie. Tout d'abord, étant donné que la sympathicothérapie est une technique de stimulation endonasale, nous allons avoir un certain nombre d'indications au niveau du nez.
Et la principale indication, c'est bien entendu le traitement des sinusites. Énormément de gens ont des problèmes de sinus, et c'est la raison pour laquelle c'est une technique qui a un succès énorme auprès des patients. Nous avons également des résultats intéressants dans les problèmes d'allergie nasale. Tous ces gens qui font des allergies, soit au printemps, soit toute l'année, eh bien, pourraient être améliorés et même très souvent guéris par la nasosympathicothérapie. Les vertiges, souvent, peuvent être améliorés. Les acouphènes, les bruits dans les oreilles, les sifflements, les bourdonnements sont également de bonnes indications. Beaucoup de personnes se plaignent également d'avoir des problèmes au niveau des yeux, et notamment des sensations de mouches volantes et très souvent du sable sous la paupière. Ceci provient d'une insuffisance de sécrétion lacrymale, très souvent provoquée par certains médicaments, et sont améliorés et guéris par les touches endonasales. Nous avons également de très bonnes indications en ce qui concerne les problèmes d'asthme, surtout lorsque ces problèmes sont majorés par des phénomènes de stress, puisque, il faut bien le dire, la sympathicothérapie est avant tout la technique qui s'adresse à toutes les pathologies qui seront à l'origine déclenchées par un phénomène de stress, c'est-à-dire toutes les angoisses, les anxiétés, les gens qui se plaignent d'avoir des boules à la gorge, difficultés à avaler, des dysphagies, toutes les personnes qui sont victimes de ce qu'on appelle la spasmophilie, avec tous ces symptômes bizarres, des céphalées, des picotements dans les doigts, des angoisses, des oppressions thoraciques, des gènes au niveau digestif, des ballonnements, etc. Ce sont des grandes indications de la méthode. Les problèmes digestifs, l'hyperacidité gastrique, les gastrites, les problèmes de colite, les constipations sont également de très bonnes indications. La méthode connaît un grand essor également dans tous les problèmes au niveau du bassin, que ce soit les troubles du système génital chez la femme, les aménorrhées notamment. L'aménorrhée consécutive à un stress est une grande indication de la méthode et donne des résultats tout à fait spectaculaires, même des fois après 10 ou 15 ans. Les dysménorrhées, les stérilités fonctionnelles, sur lesquelles on a des fois des résultats très intéressants, parce qu'elles sont très souvent liées à un état de stress de la femme. Tous les problèmes sexuels, l'impuissance, la frigidité, sont également de très bonnes indications. Certaines douleurs sont également traitées par la sympathicothérapie. Les céphalées, les migraines, la fameuse migraine de décompression, qui est une migraine qui est liée à l'état de stress permanent de l'individu, qui lorsqu'il arrive en week-end, se sentira tout de suite pris par des maux de tête épouvantables. Les névralgies de la face, la névralgie du trijumeau par exemple, est une excellente indication. Dans le domaine des névralgies, nous pouvons avoir des résultats sur certaines sciatiques, certaines névralgies cervico-brachiales, surtout lorsqu'elles apparaissent consécutivement à des phénomènes de stress, d'inquiétude, d'angoisse. Nous avons également des résultats intéressants dans le domaine des pathologies vertébrales. La dorsalgie, notamment la dorsalgie dite de la secrétaire, souvent stressée par son travail ou des problèmes familiaux, peut être traitée avantageusement par la nasosympathicothérapie. C'est une technique qui peut également être très intéressante pour le sevrage du tabac. En effet, c'est une technique nouvelle qui n'est pas encore très connue par les praticiens et le public et qui peut avoir des résultats extrêmement spectaculaires, même si elle peut également être associée à d'autres techniques comme l'auriculothérapie ou l'acupuncture. Voilà donc les principales indications de la méthode. Il y en a bien entendu d'autres. Il n'est pas nécessaire de tout développer ici, mais nous allons peut-être pouvoir en reparler lors des démonstrations pratiques, puisque nous allons maintenant passer à la séquence pratique de ce film. Nous allons maintenant procéder à une démonstration pratique du point fondamental de la méthode qui s'appelle Shenmen. Avant toute chose, pour faire cette technique, il faut que le patient soit bien installé, allongé, dans de bonnes conditions de détente. Nous lui demandons de mettre les mains sous les fesses de façon à éviter que lors d'un mouvement, il puisse interrompre le traitement. Et nous allons procéder donc à ce traitement. Nous utilisons un stylet dit semi-rigide, très fin. Nous maintenons le front
du sujet, nous relevons légèrement le lobule du nez et nous introduisons très délicatement la tige endonasale à l'endroit prévu. Nous allons faire cette technique de façon bilatérale. Donc nous introduisons au même endroit, mais du côté opposé, le stylet. Et ensuite, nous procédons à de petites stimulations de façon à avoir des réactions au niveau de l'œil. Très souvent, on observe des modifications au niveau de la pupille et on peut observer également un larmoiement qui témoigne d'une bonne réaction au niveau du système neurovégétatif. Ces stylets peuvent être maintenus plusieurs minutes au niveau des fosses nasales pour obtenir un effet sédatif, un effet anti-angoisse, anti-stress, qui a fait ses preuves avec tous les patients que nous avons traités avec cette méthode. Nous allons maintenant vous démontrer une technique, on peut dire, de massage à l'intérieur des fosses nasales. C'est une technique qui va stimuler toute la paroi externe des fosses nasales sur laquelle se trouve la projection du système orthosympathique. Cette technique a pour but de stimuler ce système et a un double intérêt. Tout d'abord, c'est une technique que l'on emploie pour stimuler les sportifs, car ça leur entraîne une augmentation du tonus orthosympathique, à savoir une augmentation du nombre des hématies, une augmentation d'excitabilité neuromusculaire, et cela permet donc de pouvoir faire des efforts plus intenses et de longue durée. Cette technique permet également de traiter les personnes qui ont des surcharges pondérales, parce que le système orthosympathique est un système qui est appelé catabolique, c'est-à-dire qui va détruire les graisses en excès et qui va permettre donc des éliminations plus importantes. Pour faire cette technique, on utilise un stylet dit souple, c'est-à-dire un stylet qui va permettre de faire un massage sur la paroi externe. Le stylet est introduit comme dans la technique précédente. Nous allons faire une stimulation tout d'abord au niveau du point postérieur et ensuite nous allons faire un balayage, un espèce de massage sur toute la partie externe. Ceci va augmenter considérablement le tonus orthosympathique et entraîner donc une diminution du poids, parfois très spectaculaire. Nous allons maintenant démontrer l'utilisation d'un autre type de matériel qui est la tige endonasale dite rigide. Comme vous pouvez le voir, cette tige ne se plie pas facilement et à son extrémité, nous avons une grosse olive. Cette olive est destinée à non plus faire un massage comme tout à l'heure, mais à faire un appui de façon à congestionner localement une zone des fosses nasales. Nous allons donc ici congestionner la zone de la tête du cornet inférieur, qui est une zone qui permet le traitement d'un certain nombre de troubles au niveau de la sphère génitale chez la femme surtout et également chez l'homme, notamment les problèmes d'aménorrhée, c'est-à-dire les arrêts des règles, le plus souvent consécutifs à un problème de stress. Il faut savoir également que cette technique est contre-indiquée, comme toutes les interventions nasales, pour les femmes enceintes, pour les personnes qui ont un glaucome, ainsi que pour les personnes qui font de l'hypertension avec des hémorragies nasales. Ceci représente les principales contre-indications de la méthode. Sinon, cette méthode peut être pratiquée, même chez les jeunes enfants, sans aucun problème. Nous allons donc introduire le stylet, environ 3 cm. Nous atteignons ainsi la tête du cornet inférieur et nous faisons une petite pression. Très souvent d'ailleurs, nous observons d'importants changements au niveau de l'œil. Une fois que la pression est effectuée, nous dégageons la pression et nous ressortons très doucement après la stimulation. Nous allons maintenant démontrer le traitement qui a fait la gloire de la méthode dans tous les pays du monde, c'est-à-dire le traitement pour les sinusites. Nous employons donc des écouvillons qui ont été trempés dans une solution à base d'huile essentielle et nous allons introduire ces écouvillons dans une zone qu'on appelle le méa moyen
là où se trouvent les orifices de pénétration avec les sinus. Nous appliquons donc ces écouvillons dans le méa moyen avec la préparation à base d'essence et nous laissons le patient pendant plusieurs minutes avec ces écouvillons en place. La sympathicothérapie est une technique qui souvent occasionne de nombreuses réactions. Ces réactions de fatigue, parfois d'énervement, sont le signe que la méthode a bien réagi. Cette méthode, comme nous l'avons vu, a de nombreuses indications et elle peut s'adresser également à de nombreux praticiens. Quels sont les praticiens qui peuvent être intéressés par la nasosympathicothérapie? Eh bien, il s'agit de tous les thérapeutes qui veulent pratiquer des méthodes dites différentes, des méthodes dites naturelles, qui ne sont pas iatrogènes quand elles sont bien pratiquées. C'est la raison pour laquelle, comme toute médecine alternative, la nasosympathicothérapie demande un certain nombre d'heures d'enseignement qui sont nécessaires pour faire un bon praticien sympathicothérapeute. Nous faisons des séminaires de formation au CERS, au Cercle d'études et de sympathicothérapie, qui s'adressent donc à l'ensemble de ces praticiens. En conclusion, nous pouvons dire que la nasosympathicothérapie est une méthode de traitement moderne. Pourquoi? Parce que c'est une méthode qui va s'attaquer directement à un grand nombre de troubles, c'est-à-dire tous les troubles qui sont occasionnés par le stress. C'est la raison pour laquelle on peut penser que c'est une méthode qui va se développer de plus en plus et dans de très nombreuses spécialités. Alors comment se déroule un traitement de nasosympathicothérapie? Eh bien, les séances peuvent être relativement brèves lorsqu'on fait simplement une régulation du système neurovégétatif, mais elles peuvent être plus prolongées lorsque l'on va traiter une sinusite, par exemple, ou lors du traitement anti-tabac, ou lorsque l'on va traiter des états de stress, des insomnies. Là, il est nécessaire de prolonger la mise en place des stylets. La durée du traitement varie en fonction des indications. On peut avoir un traitement sur 1 ou 2 ou 3 séances, c'est souvent le cas par exemple pour des sinusites, mais dans certains cas, lorsqu'il s'agit de pathologies plus enfoncées dans le temps, nous allons demander aux patients de revenir à plusieurs reprises à des espaces plus ou moins longs. Il n'est pas nécessaire de faire plus d'une séance par semaine, à part certains cas exceptionnels, comme par exemple pour le sevrage du tabac ou pour les sinusites, et ces techniques peuvent s'incorporer avec n'importe quel type de pratique, donc différente. Voilà donc un tableau général de cette méthode. Nous pouvons dire en conclusion que c'est une méthode de grand avenir, puisqu'elle s'adresse à tous les troubles qui sont liés au stress, et comme nous le savons, beaucoup de pathologies actuellement sont liées à des phénomènes de stress.